Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur un setup propre au marché des devises que nous allons appeler le double zéro, mais que nous pourrions surnommer tous sur les stops. Alors nous allons commencer par les avertissements de rigueur que je vous laisse lire. Et c'est parti. Alors le Forex, que je préfère appeler le marché des devises, Forex étant un terme marketing pour nos chers courtiers, il a ses particularités, donc c'est ces setups qui lui sont propres pour un grand nombre de raisons. Entre autres, c'est un marché de gré à gré qui n'est donc pas réglementé, avec des horaires de cotation qui lui sont propres. Il cote 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Les opérateurs qui sont sur ce type de marché sont là pour des raisons différentes de ceux qui sont sur le marché action et sont donc différents aussi. C'est justement là-dessus que nous allons travailler afin d'exploiter une situation récurrente sur ce type de marché que nous allons appeler les doubles zéros. Alors, nous allons commencer par une généralité ou plutôt un rappel pour les plus formés. Qu'est-ce qu'un setup? C'est une configuration de prix, on pourrait dire une configuration, un comportement de prix qui doit mettre en alerte sur un possible déclenchement de position. Cette configuration, elle est connue par le trader pour sa récurrence, donc il n'invente pas à l'instant T, c'est quelque chose qu'il connaît, qui fonctionne depuis un certain temps sur le marché qu'il travaille. Il le connaît pour ses conditions techniques, alors ça pourrait être les horaires, le comportement des prix, par exemple un chevauchement de swing, des indicateurs techniques haussiers, baissiers, enfin peu importe, des volumes en baisse. Ensuite, en 3, il le connaît pour ses résultats en termes d'objectifs. En 4, pour son niveau d'invalidation, c'est-à-dire son niveau de stop. Et le 3 et le 4 forment le ratio gain-perte qui va nous dire si oui ou non cela vaut le coup de rentrer en position et si sur le long terme ça permettra de dégager des profits qui justifieront ces positions. Un setup ne donnera pas systématiquement lieu à une position. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, et notamment si le signal n'est pas donné, eh bien, les probabilités de réussite s'amenuisent. Autant dire que si on anticipe un déclenchement de position de manière arbitraire, autant jouer à la loterie. Un setup, il doit être respecté dans son ensemble, en tout cas a priori. Changer un paramètre, que ce soit l'objectif de cours, que ce soit le signal de déclenchement, le niveau de stop, peut affecter le taux de réussite, évidemment. C'est-à-dire que si vous aviez un taux de réussite de 60-70% sur ce setup-là, eh bien, il peut diminuer grandement. Il peut aussi affecter le ratio gain-perte. Donc, attention. Ce qui ne veut pas dire qu'une amélioration n'est pas possible, mais chaque changement doit être le fruit d'un constat et d'une réflexion profonde, argumentée par le passé et par des constatations très précises. Souvent, quand on montre un setup à quelqu'un, les premières réactions de ce quelqu'un est de vouloir y apporter des modifications. Oui, mais si tu y mettais tel indicateur, ou si tu rentrais avant, ou si tu rentrais là, ou peu importe, pour l'instant, je te montre le setup comme il est, comme je le connais. Si tu dois y apporter des modifications, tu le feras de manière argumentée. Alors, on va commencer à définir ce qu'est un double zéro. Sur le Forex, la cotation se fait d'un chiffre, puis 4 après la virgule. Alors, certains courtiers proposent 5 chiffres après la virgule. Le fait est que ce qui nous intéresse, nous, c'est par exemple les 1,2465, ça pourrait être l'euro-dollar, les 0,9260, ça pourrait être la UD-USD par exemple, les 2,3265 qui pourraient être une paire exotique, etc. Alors nous parlerons de chiffres ronds,
lorsque les deux derniers chiffres sont des zéros. Alors un exemple, 1,23, 0,95, 2,36, etc. Attention de ne pas confondre avec 1,2550 ou 0,9260, etc. Ce ne sont pas des chiffres ronds, en tout cas, qui ne rentrent pas dans le critère du setup que je propose aujourd'hui. Alors on va commencer à survoler un peu le pourquoi de ce setup. Pourquoi les chiffres ronds? C'est un setup qui est plus basé sur la psychologie des foules que sur des vraies données techniques. Pourquoi? Parce que les chiffres ronds sont rarement des niveaux de résistance ou de support technique en tant que tel, avec nombre d'impacts, etc. Donc qui dit seuil psychologique dit nombre stop au-dessus ou en dessous, en tout cas à proximité. Et donc on va voir que ça va engendrer un type de réaction que nous allons rechercher pour capitaliser dessus. Nous allons voir quelques exemples de comportements. Alors le premier, je commence assez fort, j'en conviens, c'est vraiment la quintessence de ce qui peut se passer sur le marché des devises. Nous sommes sur l'euro-dollar en graphique 15 minutes et donc ici nous voyons que en 30 minutes ou même moins, eh bien, nous aurons été balayés les 1,23. Nous considérerons donc qu'il y avait des stops ici. Puis les 1,24. Là, le marché a fait fort. Ceci étant, c'est très régulier. Le marché donc a touché les stops, puis il est parti. Alors, ce type de comportement de prix, ce type de pattern là, je le connais bien. C'est très probablement de l'après-news. Disons que ce mouvement-là aura été occasionné par très probablement par la diffusion d'une nouvelle, même si j'en ai pas la preuve. C'est quand même quelque chose qu'on connaît parfaitement, puisque eh bien, grosso modo, voici ce qui se passe. Pendant un certain moment, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, le marché fait un peu tout et n'importe quoi, et donc il va balayer les stops, puis il prend une direction qui est censée déclencher des trades, des traders pressés de travailler pendant les news, ce qui est fortement déconseillé, et puis le marché fade ce mouvement et puis reprend la direction qu'il avait choisie auparavant. Voici les 1,25 sur l'euro-dollar. Les 1,29, alors je vais vous montrer un peu les réactions. Vous voyez cette ombre ici, là. Voilà, d'accord, c'est les 1,29 sont la ligne rouge. On voit que ici il y a eu plusieurs interactions avec le prix. Ici, rebelote. Ici, encore. Toujours. Et de nouveau. Alors attention, ces graphiques que je vous montre ne sont pas forcément matière à prise de position. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer la réaction qu'il y a autour de ces chiffres ronds. Les 0,98 sur l'USD CHF. Alors, ce qui est intéressant ici, pourquoi je l'ai pris, bien que le trade soit perdant, mais c'est bien aussi d'emblée de voir un petit peu ce qu'est un trade, en tout cas jusqu'ici pas gagnant. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avions quelques-unes des conditions que nous cherchons pour exécuter notre trade, c'est-à-dire une lecture de surachat, évidemment donc un chiffre rond, et puis une horaire sujette au marché creux, puisque ici il est marqué 5h30, mais la plateforme que j'utilise pour vous montrer ce setup est sur le mauvais fuseau horaire, donc en fait il était 6h30, ce qui est une bonne plage de marché pour avoir un marché creux. Alors, nous allons voir un petit peu l'esprit du setup. Alors quand je parle d'esprit,
c'est parce que il ne faut pas s'attendre avec ce setup là à faire le trade du siècle, ni même de l'année ou de la semaine, hein. C'est un setup qui n'a pas vocation à engranger de gros écarts, mais à capitaliser de nombreuses fois sur cette situation récurrente avec des petites positions, un petit ratio gain perte puisque nous parlons de 1,5-2 et un taux de réussite lui par contre élevé. Nous pourrions appeler ça le 13e mois, ou moi souvent j'appelle ça une prime pour plaisanter. A noter aussi que à l'issue de cette vidéo, vous comprendrez un peu plus où mettre et en tout cas où ne pas mettre vos stops d'une manière générale, puisque vous allez comprendre que certains de vos trades sautent alors que vous aviez raison sur la direction du marché, tout simplement parce que vos stops étaient mal placés au mauvais endroit au mauvais moment, c'est le cas de le dire. Et qu'il aurait été peut-être plus judicieux de réduire la taille de la position, par exemple d'éloigner le stop et de rentrer la deuxième partie de la position une fois que les prix s'étaient éloignés de la zone critique. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'accompagner les gros opérateurs sur les chasses au stop. Cette notion de chasse au stop, j'accorde une importance réelle. Souvent, je procède à des chasses au stop avec le marché, sur les niveaux intraday par exemple, ou sur les niveaux évidents. Ici, on va se spécialiser sur le double zéro, mais sur le marché des devises, c'est vraiment une tradition. Ça se fait tous les jours, sur toutes les paires. On va chercher les stops, on ratisse large et après on prend la direction qu'on a choisie. Les conditions techniques. Alors, les doubles zéros, ils sont tout le temps attaqués de manière permanente et dans toutes les conditions de marché. Ceci étant, nous allons rechercher, nous, des conditions spécifiques qui nous permettront de rentrer dans de bonnes conditions avec une probabilité de succès meilleure que si nous rentrions dans des conditions un peu différentes. Ceci étant, nous verrons à la fin qu'on peut toujours améliorer et puis même accentuer le nombre de prises de position. Alors nous allons parler d'horaire. Nous recherchons d'abord un marché creux. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire un marché creux? Tout d'abord, ça veut dire un marché avec peu de volume qui fait que si les professionnels ont besoin d'aller chercher ces fameux stops, il leur faudra peu de cartouches pour faire décaler le marché dans leur direction, aller ratisser les stops, et donc le moindre ordre fera bouger, le moindre ordre assez important quand même, hein, on parle du marché des devises, le moindre ordre fera bouger le marché et leur permettra d'aller toucher les stops. Alors il y a plusieurs tranches horaires, hein. On va récapituler quelques-unes. Alors la première, c'est sur la fin du marché asiatique et avant l'ouverture de la séance européenne. Donc entre 5h30 et 7h30 du matin, on a de bonnes probabilités d'aller chercher les stops, d'avoir un marché ou qui bouge vraiment dans tous les sens ou qui bouge plus beaucoup, et donc avec un peu d'élan, aller chercher ces stops. Ensuite, entre 18h et 21h heure française, ce qui correspond à la fin de la demi-journée aux États-Unis. Encore une fois, là, le marché est creux, et si vous avez déjà placé des swing trades à cette heure-ci, vous vous serez rapidement aperçu qu'il y a un problème, que souvent les stops sont touchés ou que le marché bouge que très peu. Le vendredi soir, avant la clôture, hein, alors pour être plus exact, on peut parler de juste avant la fin de New York et la clôture. Le marché est creux, notamment si le marché a fortement décalé. S'il se stabilise, ce sera pour une dernière fois avant d'éteindre les consoles, pour aller chercher les stops. Les avant-news, lorsqu'un range s'est formé, ça aussi, marché creux, le marché, le volume augmente considérablement au moment des news, mais avant les news, on va voir qu'il y a un ou deux types de comportements très très fréquents et particulièrement propices à ceci aussi. Le dimanche soir, avant l'ouverture de Tokyo, et notamment
encore une fois, s'il y a eu un gros mouvement le vendredi, par exemple, suite à une news, eh bien, le marché, quand il va ouvrir le dimanche soir pour nous, donc le lundi matin, ce sera pour les Australiens, ils se retrouveront avec une grosse masse d'ordre sur les bras et n'auront pas le pouvoir de fader ce mouvement ou de l'étendre même, donc ils vont laisser un peu courir et puis de temps en temps, eh bien, il y aura quelques chasseurs au stop qui interviendront. Puis d'une manière générale, eh bien, nous chercherons les inside day que nous verrons un peu plus tard. En termes d'action des prix, nous recherchons un mouvement important qui se stabilise. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être après une news, mais ça peut être aussi suite à un breakout. Alors, par exemple, breakout de niveau intraday, breakout de la veille, breakout des 2-3 derniers jours, enfin, bref, les breakouts classiques des 20 derniers jours, etc. Un marché en range, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, une lecture de surachat et de survente, de survente sur le graphique 15 minutes, et des prix qui rôdent autour du double zéro. Et nous allons voir un petit peu graphiquement qu'est-ce que je veux dire par là. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc les inside day, on va commencer par ça. Ça veut dire jour en dedans, tout simplement. Eh bien, le marché il évolue dans le range de la veille. Voilà, la bougie, ça serait la bougie de la veille, d'accord. Eh bien, le marché il évolue aujourd'hui dans ce range-là. Donc, ceux qui me suivent en intraday savent que c'est un marché que je qualifie d'hésitant et donc eh bien à trader d'une certaine manière. Et bien voilà, justement, les chasses au stop seront légion ce jour-là. Voilà. Ensuite, range avant les news. Alors, avant les news, justement, donc lorsqu'une news est attendue, grosso modo, on va avoir deux types de comportements, mais de toute façon, il est assez rare que le marché soit vraiment directionnel avant une news, ou alors c'est que le marché n'attend pas du tout la news, qu'il s'en fiche carrément, qu'il connaît la réponse, en tout cas le contenu de la news. On appellera ça rat in the kitchen, un rat dans la cuisine. Mais d'une manière générale, voici ce qui peut se passer. Il peut se passer ceci. D'accord. C'est-à-dire très peu de mouvements, une évolution très plate. Ou alors, bien, il peut se passer le strict contraire. C'est-à-dire des mouvements amples. Voilà. L'un comme l'autre suggère que le marché est creux, qu'il n'y a pas de volume et que chacun fait sa petite route de son côté et que chaque ordre fait bouger le marché. Alors évidemment, s'il y a un chiffre rond à proximité, eh bien oui, le marché à un moment ou à un autre pourrait aller chercher ce niveau-là et repartir. Et ensuite, nous allons parler des prix qui rôdent. J'ai utilisé cette expression, c'est pas tout à fait anodin, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Alors, ça c'est l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Et voici ce que j'appelle des prix qui rôdent. Et vous voyez que le caractéristique, c'est celui que je décrivais tout à l'heure. Donc a priori ici c'est une news et donc avant news on ne bouge pas. Et on s'appuie à plusieurs reprises sur le chiffre rond pile. Si vous, lorsque vous arrivez quelque part par là, vous voyez ce type de comportement, vous pouvez vous dire qu'avec une très forte probabilité, ce type de raid sur les stops, puisque c'est ce qu'on recherche, un spike ici qui va chercher les stops, il a de bonnes probabilités de se faire. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe ici et pourquoi le marché trouve digne d'intérêt d'aller chercher ces stops là et qu'est-ce qui se passe ici. Il se passe que le marché lui il balaye ici, il va s'appuyer sur le chiffre rond et puis ici
il y a des acheteurs avec des stops, d'accord? Ils sont sur le marché et les stops sont ici. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'ils considèrent? Eh bien, ils considèrent que ça y est, le support est fait et que, eh bien, on n'arrive pas à casser. Ici, il s'agit d'un 23, on n'arrive pas à le casser. Alors, ils prennent confiance. Les stops sont là, eh bien, ils n'en bougeront pas. C'est un défaut récurrent chez le trader, c'est de vouloir mettre ses stops trop près. Il a peur de se faire sortir d'un trade, alors que finalement, dans pas mal de conditions, il vaut mieux mettre une position plus petite en termes de volume, d'accord, mais avec un stop un peu plus éloigné. Et puis, bien, lorsque le marché décale et part dans votre direction, eh bien, il arrive un moment où vous pouvez rentrer une deuxième partie de votre position et pourquoi pas même remonter le stop, ce qui vous fait eh bien, éviter de vous faire sortir. Donc pour reprendre là-dessus, eh bien, ceux qui sont déjà à l'achat ici, eh bien, ils prennent confiance, leurs stops ne sont pas touchés, et il y en a même qui, à partir d'ici, eh bien, vont dire, puisque le support est établi, eh bien, moi je rentre en position et je mets mon stop ici au même endroit que les autres. Il faut bien comprendre que si le marché il tourne là et pas là, c'est parce que le marché il a accès à une information que vous n'avez pas, de par des biais de toute façon légaux, puisque c'est pas réglementé. Il sait où est la masse des stops. Évidemment, il y a des stops aussi ici de vendeurs, d'accord, vente, voilà, des stops rachat de position ici, et voilà. Et donc, eh bien, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, paf, il décale, il va chercher, et après, il fait sa vie. Alors, nous allons voir un premier exemple. Ici, nous avons un chiffre rond, nous sommes sur l'euro-dollar. Eh bien, nous voyons que ici, nous avons une lecture de surachat, et que, eh bien, le marché a été chercher le chiffre rond, et puis est descendu. Les 1,56 sur le GBP/USD, eh bien, pareil, lecture de survente, d'accord. On va chercher les stops, on descend 15-20 points en dessous et hop, on remonte gentiment. Voilà. Vous remarquerez que, alors on n'a pas tout l'historique suffisant, mais je vous le dis, le chiffre rond n'avait pas été touché avant, ce n'est pas un support intraday, c'était bel et bien un chiffre rond qu'on a été chercher. La mise en place du trade. Alors, on va placer un ordre limite d'achat-vente sur le double zéro ou légèrement en dessous ou au-dessus. Alors, pourquoi limite de préférence? Bien qu'on puisse rentrer au marché, il faut bien comprendre que, attention, le marché est en creux, votre courtier va avoir soit des difficultés à vous exécuter correctement si vous rentrez au marché, soit il va carrément refuser, il va vous mettre dans la file d'attente et puis vous serez très mal exécuté. Le stop, il sera à 25 pips au-dessus du chiffre rond, d'accord. Et le take profit, il devra respecter un ratio gain perte de 1,5-2. Je conseille plutôt 1,5. Les plus gourmands eh bien, taperont le 2 avec un taux de réussite qui va légèrement diminuer. Le débouclage, il pourra être partiel sur objectif, donc si par exemple le trade est dans la tendance ou si vous avez un signe de continuation du mouvement, un indicateur passé baissier, une figure de retournement, peu importe, c'est à vous de voir votre style de trading, mais attention, hein, ne jamais perdre de vue l'esprit du setup. Il est bel et bien de chasser les stops, engranger quelques points plusieurs fois dans la semaine ou plusieurs fois dans le mois, et puis de prendre ces quelques points là qui vont peut-être finalement eh bien, amortir certaines de vos pertes que vous aurez sur un trading normal, voire même si vous n'êtes pas trop mauvais, bien alors là vraiment oui, engranger au bout de l'année quelques plus-values. Allez, on va analyser le processus d'un trade ou deux.
Alors, nous sommes sur l'AUD USD, d'accord. Et bien voilà, nous avons ici pas mal de conditions sympathiques. Pourquoi? Eh bien, le marché a fait un très joli mouvement haussier. Nous sommes sur le graphique 15 minutes ici, hein. Il a fait un très joli mouvement haussier. Et arrivé ici, il touche une première fois, nous sommes sur les 0,86, d'accord. Nous n'avons pas le raid connu et recherché sur ce chiffre rond. Par contre, nous avons donc notre lecture de surachat. Je précise qu'il est 6h15, 6h30. Et bien voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va mettre un ordre limite ici à 0,8605. Voilà, juste au-dessus. Voilà, pour être sûr eh bien que c'est vraiment le rêve, enfin sûr, tant et si bien qu'on puisse être sûr de quelque chose en trading, hein, attention au mot sûr. Donc ordre de vente limite, stop à 0,8620. Voilà. Entre temps, eh bien, le RSI nous montre une divergence, ce qui est de plutôt bon augure. Et alors débouclage total ou partiel à 0,8540, soit eh bien, un ratio gain perte de 2. Alors, débouclage total ou partiel. Moi, d'un point de vue personnel, je préfère un débouclage total. Je garde mon setup comme il est. Je vais vous le dire franchement. Je pourrais très bien vous dire je serais resté en position. Non, moi je déboucle. Je prends mes gains sur ce type de setup. Mais quelqu'un qui me dit ici, moi je reste en position parce que mes indicateurs valident une divergence baissière et en tout cas cassent leur zone de neutralité. Je lui réponds ben c'est ok pour moi, hein, je trouve pas ça stupide du tout. Donc ici ben, débouclage des 2/3, voilà. Et puis bien effectivement pourquoi pas laisser son trade filer, pourquoi pas. Mais pourquoi respecter le take profit? Eh bien voici, j'ai pris un exemple, mais voici comment dire, le comportement assez caractéristique de ce type de setup, hein. Puisque le marché est creux, en règle générale, il ne prend pas de grosses directions en suivant. Donc vous voyez par exemple ici, on s'est arrêté et on a été rechercher encore une fois ce chiffre rond pour balayer encore plus large. D'ailleurs, nous allons voir ceci, un trade perdant. Eh bien, c'est exactement la position d'à côté. Je vous remontre. Voilà, c'est-à-dire là, vous rentriez en position, vous sortiez sur votre take profit, et voici le trade perdant. Alors, pourquoi il était perdant? Eh bien, tout simplement parce que le stop est touché. Maintenant, il a filé un peu vers le bas, et je peux même vous dire même mieux, quand j'ai fait la capture d'écran, quelque part par ici, il est parti plein sud, plein sud, plein sud, plein sud, mais il était 9h15. Donc clairement, moi je vous le dis, ici ben, je serais probablement rentré aussi, hein, si j'avais raté le premier passage, et j'aurais perdu ce trade parce que mon stop aurait été touché juste suffisamment ben, pour me faire avoir. Malheureusement, ça arrive. Alors, quelques petits conseils. Observer des comportements de paires autour de ces chiffres. Pourquoi pas se spécialiser sur l'USD-JPY, sur l'euro-GBP, peu importe. Observez et vous verrez comment ils réagissent, hein. Ceux qui me suivent connaissent l'importance que j'attache à la cyclicité des titres et au comportement d'une manière générale d'un titre ou d'une paire par rapport à une autre. On sait qu'il y a des titres très respectueux, des supports, des résistances, bref, je ne vais pas rentrer dans un cours complet, mais observez et approfondissez la technique, elle le mérite, en étant un tout petit peu plus discrétionnaire que ce que je vous ai montré. Eh bien effectivement il y a de jolies choses à faire. Moi il m'arrive assez régulièrement d'être
très discrétionnaire, et même par exemple quand j'ai terminé une journée de day trading par exemple sur le marché action européen, et bien si j'ai pas bien analysé le marché américain, je pars sur le marché des devises, j'avais repéré ça dans la journée, et puis je trade ces chiffres ronds. Voilà, c'est terminé, je vous remercie pour votre attention. Bientôt de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bons trades, un bon courage, une bonne compréhension. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo et voire même à me contacter si vous aviez besoin de quelques éclaircissements. À bientôt.